Est-ce que Julien, tu es est-ce que Julien, tu es en capacité d'accueillir les gens là? Oui, tout à fait. Ok, bien, on va commencer alors pour un peu rattraper le retard. Donc, voilà, c'est le troisième séminaire consacré à la dialectique entre la critique et l'expertise en éducation. Le premier séminaire était sur la critique en épidémiologie. Le deuxième était il y a 15 jours, 3 semaines, sur la critique de la notion d'autonomie dans le niveau scolaire. Et le troisième séminaire a été reporté, et Julien fera une annonce tout à l'heure, puisqu'on connaît la date du report, et donc il aura lieu en mai, si je me souviens bien, Julien. Hein, voilà. Et donc, je me suis proposé pour aussi animer une séance de ce cycle de séminaires sur la critique en éducation et son rapport avec l'expertise. Et ben, je vais commencer tout de suite pour qu'on puisse ensuite avoir le temps d'un débat. Donc, l'idée que j'avais, c'était de me dire que la question critique, on va dire, est assez débattue en éducation. Elle est débattue, voire parfois rabattue, c'est-à-dire on en parle beaucoup de la critique. Ça fait même partie en pédagogie d'un mot d'ordre qui est très, très commun, très habituel, développer l'esprit critique, développer l'esprit critique chez les étudiants, chez les élèves, etc. Donc, je m'étais dit, tiens, on va essayer de voir ce que c'est, parce que d'une certaine façon, la critique, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on a des idées précises sur ce que c'est? Voilà. Donc, ben, assez modestement, je vais proposer une entrée pour penser la critique et dans son rapport avec l'expertise, notamment en prenant support sur les travaux de Michel Foucault, notamment. Hein. Et donc, dans un premier temps, je vais essayer de définir d'une certaine façon ce qu'on peut appeler critique du point de vue de ce philosophe. Et ensuite, j'essaierai de montrer un exemple sur la pédagogie universitaire, puisque certains le savent, ça fait partie de mes objets de recherche. Et donc, je vais essayer de mettre l'exemple critique sur cette thématique-là. Alors, on va commencer par un peu d'histoire. On peut dire que l'attitude critique s'est beaucoup développée avec la modernité, hein, à partir du XVe et du XVIe siècle, par la mise en œuvre de nouvelles techniques de gouvernementalité. Je reviendrai sur l'emploi de ce mot de gouvernementalité, mais on peut dire qu'à partir du XVe siècle, on assiste à une explosion, à une expansion des arts de gouverner les hommes et les femmes et des méthodes pour gouverner. Et ceci par un double mouvement, une laïcisation de la direction de conscience, que l'on retrouvait dans la pastorale chrétienne, et une démultiplication de ces arts de gouverner dans des domaines très variés. Comment gouverner les enfants? Comment gouverner les pauvres? Comment gouverner les mendiants? Comment gouverner une famille? Comment gouverner une maison? Des armées, les cités, les États? Comment gouverner son propre corps? Comment gouverner son propre esprit? Cette démarche de gouvernementalité commence au XVIe, on va dire, et se généralise et se multiplie, et encore plus à l'heure actuelle. Donc, on le voit, cela convoque, cette modernité convoque un ensemble d'arts, art pédagogique, on reviendra, art politique, art économique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette expansion des techniques de gouvernementalité s'est d'emblée accompagnée de mouvements de résistance, hein, et de contre-conduite. Donc, en même temps que la gouvernementalité augmentait, les contre-conduites et les résistances s'organisaient. Et dès le tournant du XVe siècle, ces contre-conduites visaient notamment les pouvoirs liés à la pastorale chrétienne. Hein. On pense par exemple aux mouvements qu'ont pu être la formation de communautés chrétiennes indépendantes au XVe, le profond mouvement des mystiques,
hein, pareil, 15e, 16e, l'ascétisme, le retour aux écritures, etc. Tout ça, c'était des mouvements de résistance qui d'ailleurs étaient jugés parfois hérétiques par l'Église, par les pouvoirs ecclésiastiques. Et ces mouvements de résistance ont donné lieu à des premiers écrits, à des premiers discours. Hein, par exemple, chez Thérèse d'Avila, c'est Saint Jean de la Croix, chez Martin Luther, chez Jean Hus. Hein, et ce sont, de mon point de vue, les premiers écrits critiques destinés à étayer la résistance à la gouvernementalité. Pour autant, c'est au XVIIIe siècle, et plus particulièrement avec le mouvement des Lumières, que l'on trouvera une sorte de formalisation théorique de ce que peut être la critique. Alors ça, c'est très net, avec Emmanuel Kant notamment. Hein. Rappelons le titre de ses écrits, critique de la raison pure, critique de la faculté de juger, critique de la raison pratique. Donc, les Lumières vont être une formalisation de quelque chose qui était déjà en œuvre au XVe, XVIe siècle, hein, mais qui va être théorisé fortement. Voilà. Et donc, pour étayer le propos, je vais m'appuyer sur des textes, alors que je vais vous citer quand même. Le premier, c'est Was ist Aufklärung de Kant, qui est publié en 1784. Hein, Was ist Aufklärung. Le deuxième, c'est What is Enlightenment de Foucault, publié 200 ans après, pile 1984. Et en réponse au texte de Kant, Was ist Aufklärung, et puis un autre texte qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières, publié la même année par Foucault. Donc on le voit, c'est trois textes qui ont en fait le même titre. Was ist Aufklärung, What is Enlightenment et Qu'est-ce que les Lumières, c'est le même titre en trois langues différentes. Et j'y ajouterai, pour étayer le propos, deux conférences données par Michel Foucault avant 1984, pour la première au Collège de France en 1976, le 7 janvier, et pour la seconde à la Sorbonne, le 27 mai 1978. Alors, je précise d'emblée qu'il ne faut pas confondre les Lumières et la Révolution française, comme on a un peu trop coutume de le faire en France. Il y a une différence entre les Lumières et la Révolution. On pourrait dire, en schématisant, qu'on pourrait décrire les Lumières comme un mouvement d'émancipation, d'autonomisation. Alors, on reviendra sur le concept d'autonomie et on verra que ça crée des liens avec la conférence préalable de Jeanne, hein, et Gustavo. Donc, mouvement d'autonomisation par le savoir, hein, et dans un double mouvement, dans un double geste lié à la modernité. Un premier geste qui est une autosatisfaction de la rupture avec la précédence, avec la tradition. Hein, la modernité se rompt avec la tradition d'une certaine façon, avec l'ordre ancien et son soi-disant obscurantisme. Et le deuxième mouvement, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, par un mouvement d'autocritique sur le présent. D'une certaine façon, la modernité, c'est toujours poser la question de la modernité. La modernité a toujours posé la question de ce qu'elle est en train d'accomplir. Et c'est là que commence la critique, d'une certaine façon. Dans le sens que, dès la modernité, et notamment la modernité à partir du XVIIIe, il y a une sorte d'ambivalence avec le présent. Un débat qui surgit avec la modernité pour la comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Que faisons-nous? Où allons-nous? Que se passe-t-il en ce moment? D'accord? Et donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les Lumières, c'est ça. Bon. Et cette posture sera radicalisée au XIXe siècle par Nietzsche et son projet néo-antique de retour d'avant le christianisme et de ses formes de gouvernementalité. Hein. Nietzsche concentre son attention sur ce qu'il appelle les nouvelles ascétologies dites modernes, c'est-à-dire les nouveaux prémices, les prémices de ce qui deviendront ce qu'on peut appeler maintenant les anthropotechniques actuelles, modernes, hein, c'est-à-dire les dispositifs éducatifs que nous connaissons, qu'ils soient psychotechniques ou physiotechniques, comportementalistes et disciplinaires. Donc, les Lumières cherchent à transfigurer le présent, le capter dans ce qu'il est. Hein, ou pour reprendre l'expression de Baudelaire, hein, qui est d'après moi aussi une figure critique majeure du XIXe siècle, mais pas du côté scientifique, saisir quelque chose d'éternel dans l'instant présent, par définition, fugace et transitoire. Mais attention, l'Aufklärung, les Lumières, et ceci est très important, cherche toujours à questionner, à problématiser le présent,
et non à rester fidèle à des éléments de doctrine. Pour moi, c'est ça qui est très important. Les Lumières, c'est questionner, c'est problématiser, et c'est pas rester fidèle à des éléments de doctrine, par exemple l'idéal républicain. Hein. Cette confusion est très fréquente en France, je trouve. On pense que les Lumières sont un corps de doctrine. Non, ce n'est pas un corps de doctrine, c'est moins l'adhésion à des valeurs et des idées, par exemple la démocratie, la libération, le rationalisme, etc., la révolution. Hein. Ce n'est pas tant que ça, les Lumières, que plus radicalement une sorte d'éthos philosophique. Hein. Ne pas se contenter de ce que l'on sait. Ne pas se contenter de ce que l'on nous dit être la vérité. Interroger, interroger, interroger encore, enquêter, remettre en question, oser savoir. C'est le fameux sapere aude, ose savoir de Kant en latin. Ose savoir. Voilà. Bon, après ce bref rappel historique, simplement pour vous dire, pour l'ancrer la question critique dans la modernité et dans les Lumières, je développerai l'idée que la critique concerne trois entités. Elle s'adresse au savoir et à la vérité, elle résiste au pouvoir et elle engage les sujets. Donc on reconnaît dans ce triptyque savoir, pouvoir, sujet les préoccupations de Foucault. Sachant que chez Foucault, il faut toujours considérer que savoir, pouvoir et sujet sont complètement enchâssés. On peut pas, si on tire un fil, les deux autres arrivent, hein, etc. Alors, on va reprendre ces aspects un par un. Premièrement, la critique s'adresse au savoir et à la vérité. Alors, pour Michel Foucault, à chaque époque, il y a ce qu'il appelle des théories enveloppantes et globales. Il y a des théories dont la prétention est de dire la vérité, de dire toute la vérité, de dire rien que la vérité, et qui nous incite à dire en réponse, je le jure. Hein. Voilà, des théories qui viennent, qui prétendent à la vérité. Alors, dans les années 70-80, quand Foucault écrit ça, on pense bien entendu à la psychanalyse et au marxisme, hein, qui étaient les théories enveloppantes, globales et enveloppantes de l'époque et qui écrasaient toute idée de critique et de résistance. Alors, il faut voir les travaux de Popper et les travaux de Deleuze, Guattari, qui ont essayé de travailler ces questions dans le sens critique. Bon, on pourrait évoquer dans les années 2020, mais ça n'engage que moi, et je suppose que ça fera débat, dans des théories globales enveloppantes. Moi, je pense au néonaturalisme, hein, qu'il soit neuroscientifique ou néocomportementalisme. Hein. Donc, il me semble que le néonaturalisme se propose comme théorie enveloppante, ou les théories du genre, qui sont carrément l'inverse, mais qui d'après moi, remplissent d'ailleurs les mêmes fonctionnalités que le marxisme et la psychanalyse, inversé d'ailleurs, la psychanalyse et le marxisme dans les années 70. Alors, ces théories enveloppantes et globales sont littéralement, pour Foucault, il l'écrit, hein, des théories totalitaires. Voilà. Textuellement, elles se targuent de dire la vérité, elles énoncent les procédures d'exclusion, les interdits, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il convient de penser, ce qui n'est pas admis dans la réflexion, ce qui est autorisé dans la réflexion. Hein. Elles font concrètement taire ceux et celles qui ne pensent pas dans ces catégories, dans les catégories qu'elles imposent. Hein. Songeons à la puissance de la cancel culture actuelle. Hein. Bon. Ce sont des prodigieuses machineries destinées à exclure. Hein. Je cite Foucault, machineries destinées à exclure, qui imposent leur mise en ordre à chaque époque donnée. Alors attention, on trouve ces théories englobantes tout autant du côté réactionnaire que du côté révolutionnaire. On trouve cet aspect totalitaire tout autant dans les théories qui veulent maintenir les pouvoirs que dans les théories qui veulent les démolir, ces pouvoirs, et qui bien souvent veulent les démolir pour prendre la place du pouvoir. Donc le critère n'est pas topique, le critère de ces théories enveloppantes n'est pas topique ni stratégique, mais il est formel. C'est une prétention à couvrir intégralement les questions-réponses, prétention souveraine à la vérité.
on pourrait parler d'idéologie. On a beaucoup travaillé ces questions au sein de notre laboratoire pour désigner ces théories. Moi, j'ai énoncé dans mon HDR les raisons pour lesquelles je préférais le terme de discours à idéologie, parce que l'idéologie est toujours celle de l'autre, hein, comme dirait Ricoeur, et jamais celle dans laquelle on se situe. Donc, bon, voilà. Mais on serait pas loin quand même en parlant d'idéologie. Donc, la critique s'adresse à ces discours englobants dans la mesure où ils constituent l'ordre épistémique et social, les schèmes de classement et les refoulements, les schèmes de légitimité et les interdits. Alors, pour Foucault, comment procède cette critique par rapport à ces théories totalitaires? À la suite comment procéder à cette critique, pardon, à la suite de Nietzsche, Foucault invoque la nécessité du travail généalogique, c'est-à-dire un travail d'enquête historique qui tente de comprendre la naissance et le déploiement de ces théories et de leur indéfinie téléologie, comme il l'écrit. Mais aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'agit moins pour Foucault d'aller comprendre le système discursif en train de se mettre en place que de tenter de comprendre ce qu'il a d'emblée fait taire, ce système discursif. Donc, il s'agit d'un travail généalogique qui cherche à reconvoquer ce qui a été enfoui, ce qui a été battu en brèche, ce qui a été englouti, abandonné. D'accord ? À quoi, à leur naissance, ces discours répondaient? Certes, quelle fonctionnalité ils remplissaient, mais surtout, qu'est-ce qui s'est opposé à leur hégémonie? Quels savoirs ont été ensevelis? Quels savoirs ont été masqués par la mise en ordre épistémique et fonctionnelle que ces discours englobants ont su créer? D'ailleurs, ces discours englobants, quand ils se créent, ce sont souvent au nom de l'avant-garde, et on le verra au nom de leur prétendue scientificité. Alors, comment qualifier ces discours enfouis qui n'ont pas pu résister à la tyrannie des discours englobants? Pour Foucault, eh bien, il s'agit de toute une série de savoirs qui se trouvaient disqualifiés comme savoir non conceptuel, comme savoir pas suffisamment élaboré, savoir naïf, savoir hiérarchiquement inférieur, savoir en dessous du niveau de la connaissance et de la scientificité requise. D'accord ? C'est donc ces savoirs locaux qui ont été battus en brèche par l'hégémonie du discours scientifique en train de se créer. C'est la réapparition de ces savoirs locaux qui fait critique. Alors, quand Foucault parle de savoirs locaux, il ne parle pas de savoirs de sens commun, mais de savoirs différentiels qui sont incapables d'unanimité, qui ont été déconsidérés d'emblée, parce que pas assez dans les normes scientifiques. Donc, je prends une citation de Foucault. Ce sont des savoirs locaux, des savoirs disqualifiés, non légitimés par l'instance théorique unitaire qui prétend les filtrer, les hiérarchiser, les ordonner au nom d'une connaissance vraie, au nom des droits d'une science qui serait détenue par quelques-uns. Cette citation me semble importante dans la mesure où elle indique que la critique n'est pas un retour positiviste, que la critique n'est pas un retour positiviste à une forme de science plus attentive ou plus exacte, mais littéralement pour Foucault, la critique est une anti-science. Du point de vue épistémique, donc, on est loin d'une conception commune de la critique, colportée dans certains milieux autorisés, qui la met du côté de la rationalité, de la pensée quadrillage qui décompose en flux de molécules le complexe du vivant. Non, la critique, c'est moins un discours organisé qu'un acte de parole dans la grammaire du moment. Un acte de parole dans la grammaire du moment, un lapsus dans le langage, une éruption énonciative dans la discipline. Alors, le problème apparaît lorsque la critique s'institutionnalise, lorsqu'elle revendique une certaine prise de pouvoir, lorsqu'elle se positionne du côté de l'ordre, et dans ce cas, du nouvel ordre, ou lorsqu'elle se disciplinarise. Alors, Miguel Benassayag, un philosophe argentin contemporain, est très critique sur le danger d'une conventionnalisation de la critique. Comme on va le voir, la conventionnalisation de la critique, c'est de se contenter du discours, de n'être que du discours, et s'éviter le passage au corps, comme l'écrit Benassayag. On va voir son importance tout à l'heure. Quand elle devient experte, c'est-à-dire quand elle devient une affaire d'experts, ceux qui savent mieux que les autres,
la critique disloque le corps. Quand elle s'hégémonise en pensée pensante, elle est atteinte de, je cite Benassayag, de maladie, de cette maladie de toujours prendre la tangente vis-à-vis de la vie. Donc c'était le premier point, critique et savoir. Deuxième point, critique et pouvoir. Critique qui résiste au pouvoir. Je vous le disais, la critique s'est développée au moment même où les dispositifs de gouvernementalisation se sont multipliés. Parce que laïcisés. Alors, par gouvernementalisation, Michel Foucault entend l'idée que chaque individu, quel que soit son âge, son statut, et ceci d'un bout à l'autre de la vie, et jusque dans le détail de ses actions, chaque individu doit être gouverné et doit se laisser gouverner par quelqu'un auquel le lie un rapport global et en même temps méticuleux d'obéissance. Gouverner les âmes, certes, ça c'était dans la pastorale chrétienne, mais depuis la modernité, gouverner les enfants, les jeunes, gouverner les parents, gouverner les pauvres, gouverner les territoires, gouverner les économies, les électeurs, gouverner les consommateurs, et plus personnellement, se gouverner soi-même, gouverner ses affects, gouverner ses sautes d'humeur, son poids, j'en sais quelque chose, sa longévité, son stress, ses déplacements, etc. On est dans une une explosion des arts de gouverner soi-même, gouverner les autres. Alors, pour Michel Foucault, deuxième aspect, deuxième caractère de la critique, plus tellement du côté des savoirs, mais du côté des pouvoirs, la critique, c'est l'art de n'être pas tellement gouverné. C'est très intéressant comme formule. Attention, c'est pas comment ne pas être gouverné. Comme dirait Agamben, Giorgio Agamben dit c'est stupide et c'est complètement irréaliste de penser qu'on ne va pas être gouverné. Voilà. Mais c'est plutôt comment ne pas être gouverné comme cela. Comment ne pas être gouverné par cela, au nom de ces principes-là, en vue de ces objectifs, par le moyen de tel procédé. Pas comme ça, pas pour ça, pas pour eux. Vous voyez. Donc, ce n'est pas une résistance à la gouvernementalité, mais au type de gouvernementalité. Pour moi, la meilleure définition a été donnée, mais je fais le lien, ce n'est pas Foucault qui le sait, mais par Bartleby, le célèbre héros de Melville, de la petite nouvelle de Melville. I would prefer not to. Il dit, Bartleby dit I would prefer not to, qui est presque intraduisible en français. J'aimerais mieux ne pas. Et d'ailleurs, lorsque Maurice Blanchot parle de Bartleby, il écrit que I would prefer not to témoigne de l'infinie patience des hommes détruits. Donc, vous voyez, cette critique qui s'adresse au pouvoir, qui résiste au pouvoir, c'est donc une manière de se méfier des arts de gouverner, de les récuser, de les limiter, de leur trouver leur juste mesure, voire de les transformer, de chercher à échapper à ces arts de gouverner, en tout cas à les déplacer. La critique, dans ces cas-là, est une résistance, une lutte contre les pouvoirs qui tentent de dire comment être et se gouverner. Alors, allons voir ce que disait Kant là-dessus, parce que c'est très intéressant et je trouve que, bon, je prends un peu de temps, mais je pense que c'est important. Emmanuel Kant, en 1784, dans Was ist Aufklärung, qu'est-ce que les Lumières, dit « L'Aufklärung, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. L'état de minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de minorité, quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage à s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude, au savoir, et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise de l'Aufklärung, ce que dit Kant. Donc, vous voyez, pour Kant, l'Aufklärung, c'est ce mouvement
de résistance et de courage pour sortir de l'état de minorité. Minorité dans le sens, pas quantitatif, mais dans le sens comme état d'infériorité à cause de l'âge, hein, et de l'incapacité, de sa prétendue incapacité. Sortir de l'enfance dans tous les sens du terme. Sortir de la minorité dans laquelle nous maintiennent les pouvoirs, qu'ils soient religieux, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient scientifiques, et qui nous fait accepter l'autorité de quelqu'un d'autre pour nous conduire dans des domaines variés. Et c'est ça qu'il appelle l'autonomie. Donc ça rejoint la présentation de Gustavo et Jeanne la fois dernière, hein, puisque l'autonomie, c'est un concept des Lumières. D'accord je reviendrai parce que le problème, c'est ce concept d'autonomie a été complètement dénaturé avec notre époque actuelle, à notre époque actuelle. Alors attention quand même, encore une fois, attention à ça. Ce n'est pas la résistance au pouvoir, ce n'est pas la désobéissance, fût-elle civile. Pour Kant, c'est très clair. Il le dit, il y a deux conditions pour que l'homme sorte de sa minorité. C'est une condition pour sortir de sa minorité, c'est distinguer ce qui relève de l'obéissance de ce qui relève de l'usage de la raison. La minorité étant obéissez, ne raisonnez pas. Ça, c'est la minorité. Obéissez, ne raisonnez pas. La majorité, c'est obéissez et vous pourrez raisonner autant que vous voudrez. Vous voyez, on est loin d'une conception, comment dire, on est loin de la désobéissance civile, par exemple, conception moderne. Hein. Voilà. Payer ses impôts, d'accord, mais pouvoir raisonner autant qu'on veut sur la fiscalité. Et d'ailleurs, Kant fait intervenir une distinction majeure là-dedans, c'est l'usage privé et l'usage public de la raison. Je pense que ça peut nous intéresser. La raison doit être libre dans son usage public et elle doit être soumise dans son usage privé. Ça veut dire quoi? L'homme doit faire un usage privé de sa raison lorsqu'il est une pièce d'une machine, c'est-à-dire lorsqu'il a un rôle à jouer dans la société. Il est prof, il est soldat, il paye ses impôts, il est fonctionnaire d'un gouvernement, il est en charge de quoi? N'obéit pas aveuglement, mais on use de sa raison de manière adaptée à ses circonstances. Et là, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'usage libre de la raison pour Kant. Par contre, quand on raisonne pour faire usage de la raison, et comme membre de l'humanité raisonnable, comme il dit, alors l'usage de la raison doit être libre et public. Troisième aspect, j'essaie d'aller vite pour finir à l'heure. La critique engage les sujets. Donc, la critique s'adresse au savoir, elle résiste au pouvoir. Troisièmement, elle engage les sujets. Comme l'écrit Peter Sloterdijk, on ne critique pas les montagnes, on les escalade ou on leur fiche la paix. Alors, je ne sais pas s'il a pris ça de Chevènement, mais on ne critique pas les montagnes, on les escalade ou on leur fiche la paix. Ceci pour dire, à la suite de Nietzsche, qu'il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de subvertir, il ne suffit ni d'ironie ni de transgression. La critique est un travail de sape. Elle est une exercisation sans fin. Elle est, c'est une hypothèse, elle est une sorte d'ascèse. Et donc, elle engage les corps dans ce sens-là. Alors, moi, je parle d'un mouvement de résistance et de courage qui engage. Alors, attention, dans nos sociétés modernes et dans nos sociétés contemporaines, où il est loisible de penser ce qu'on veut, qu'est-ce que le courage? Comment parler de courage quand on peut tout dire? Et n'importe quoi d'ailleurs. Quand la critique même, dans sa forme dégradée, de dénonciation ou d'accusation systématique, est devenue le conformisme de chacun. Qu'est-ce que le courage quand il n'y a aucun danger à dire tout et n'importe quoi? Est-il dans la désobéissance? Non, on vient de le voir. En tout cas, pas systématique. Alors, je proposerai ceci. Le courage de la critique est dans le renoncement engagé. Renoncement
aux bénéfices que l'on tire soi-même des différents arts de gouverner qui nous sont imposés ou que l'on impose aux autres. Par exemple, le renoncement à la posture d'expertise, pour nous. Renoncement à la plus-value individuelle, dans la mesure où la gouvernementalité actuelle est précisément dévolue à la mise en scène du mythe de l'individu, pour reprendre l'expression de Ben Assayag. Renoncement aux simplifications, renoncement aux mots d'ordre, aux slogans, aux bannières, aux maîtres à penser, et une sorte d'engagement profond et continu pour l'enquête, au sens de Dewey, comme exercice de chaque instant, et qui ne souffre d'aucun délai ou compromission. Engagement à faire œuvre collective. Parce qu'il faudrait montrer à quel point, lorsque les Lumières parlent d'autonomie, c'est toujours d'une autonomie collective dont il est question, et qui ne dépend pas de la force, de la puissance ou de la volonté d'un individu isolé, autocentré, et se regardant dans le miroir onanique de son omnipotence présumée. Non, l'autonomie, c'est l'émancipation individuelle toujours liée à la relation à l'autre. Myriam Revaud-Dallon, dans son dernier bouquin qui s'appelle « L'esprit du macronisme », l'explique très bien. Elle dit que l'autonomie des Lumières n'est pas pensée dans son acception individualiste, mais comme une entrée en institution. Donc on voit bien deux choses. Pourquoi le projet néolibéral est farouchement un projet qui nous éloigne de la critique, dans la mesure où il met en avant la figure de l'individu. Et notamment la figure individuelle de l'expert. Alors ça, il faudrait relire, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne, mais il faudrait lire le bouquin de Barbara Stiegler, « Il faut s'adapter », où elle montre bien que la naissance du libéralisme, c'est la figure de l'expert qui s'est imposée aux dépens de l'intelligence collective. Et ce projet néolibéral a promu l'excellence de quelques-uns, les élus, les experts, les intellectuels, les gagnants, etc., aux dépens des processus collectifs humbles, patients, gratuits, non narcissiques, type ZAD. Il me semble que le projet ZAD, les zadistes, tout ce qui s'est passé là, mérite une attention beaucoup plus soutenue parce que, me semble-t-il, faisait vraiment une critique, faisait œuvre critique. Donc l'expert, c'est celui qui se détache de la masse pour se faire un nom, pour marquer son époque, et de ce fait, pour servir le pouvoir. C'est donc très cohérent avec l'individualisme néolibéral. Au contraire d'une critique qui est nécessairement anonyme, participative, collective, collaborative. Je dirais, on n'est pas critique, N''EST, on participe à une critique. On voit aussi pourquoi l'autonomie, et là je questionnerai Gustavo là-dessus, on voit pourquoi l'autonomie est et doit rester un projet éducatif. Et qu'il n'est pas étonnant qu'on le retrouve systématiquement dans les objectifs pédagogiques, développer l'esprit critique, développer l'autonomie. Mais développer l'esprit critique, développer l'autonomie, peut-être à réinterroger dans le sens que je viens de dire. Bon. OK, alors, si vous le voulez bien, je peux prendre encore une dizaine de minutes pour vous dire en deuxième partie de voilà, les prémices d'une approche critique de la pédagogie à l'université. Je prends l'exemple d'un champ, d'un secteur, voilà, pour dire qu'est-ce que ça pourrait être la critique. Alors, pourquoi je prends un champ? Parce que, pour Foucault, c'est très net, il n'y a pas de critique générale, il n'y a que des critiques spécifiques. La critique n'existe qu'en rapport à autre chose qu'elle-même. Elle est un regard sur un domaine. Donc, je voudrais jeter ici rapidement les premiers éléments d'une approche critique de la pédagogie à l'université.
Mais vous allez voir que cette critique n'est pas réductible aux mots d'ordre ou aux déclarations d'intention, voire aux procès d'intention qui surgissent maladroitement ça et là je fais mise. Alors, pourquoi? Pourquoi prendre ce domaine? Parce que de mon point de vue, la pédagogie fait partie des arts de gouverner. Les pédagogies sont des techniques, des méthodes, des analyses, des tactiques, des instruments pour éduquer et transformer les individus, pour les rendre dociles ou autonomes, leur apprendre telle ou telle chose, certes, mais aussi les rendre capables et libres d'exercer leur entendement ou bien promptes à suivre les informations, excusez-moi, on m'appelle en même temps, de n'importe quel expert autodéclaré, pour les rendre obéissants et aveugles ou d'une docilité réfléchie, comme dirait Kant. Bon. Bref, la pédagogie, c'est un dispositif de pouvoir, hein, au sens foucaultien. Alors, Foucault en parle de temps en temps, mais il n'a jamais développé. Hein. C'est un travail qui reste à faire, mais de temps en temps, il dit qu'il faudrait faire ce travail-là, le travail du côté de la pédagogie. D'ailleurs, Foucault met explicitement l'art pédagogique du côté des dispositifs de pouvoir. Alors, on connaît chez Michel Foucault les 3 ordres de pouvoir. Je les rappelle quand même parce que le pouvoir de souveraineté, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir de gouvernementalité. 3 types de pouvoir que décrit Foucault. Alors, la pédagogie appartient actuellement en faible partie au premier type, le pouvoir de souveraineté. Elle appartient historiquement en grande partie au deuxième type, le pouvoir disciplinaire. Et de plus en plus fortement actuellement, à mon avis, au troisième type, le pouvoir de gouvernementalité. Alors, disons tout de go que quand je parle de pédagogie, je ne parle pas de tel ou tel dispositif, telle ou telle méthode. Je ne parle pas non plus de l'innovant versus le traditionnel. Le cours magistral traditionnel est une technique pédagogique, tout comme la dernière méthode à la mode. Il n'y a pas d'un côté des techniques nouvelles qu'on dirait et innovantes qu'on dirait pédagogiques, et de l'autre, un ordre ancien qui ne le serait pas. Les contempteurs de la pédagogie nous trompent lorsque, critiquant la pédagogie, ils oublient de dire à quel point les techniques et méthodes traditionnelles sont aussi des pédagogies. Okay ? Tout est pédagogique dès lors qu'il y a un projet d'enseignement ou de diffusion, de savoir, de normes, de valeurs, de comportement. Dès lors qu'il y a un maître et élève, professeur, étudiant, voilà. Dès lors qu'il y a quelqu'un désigné sachant et chargé de transmettre à quelqu'un désigné non sachant et sommé d'apprendre. Donc l'important n'est pas tant, de mon point de vue, de décider du bien fondé de l'une ou l'autre de ces techniques pédagogiques. Est-ce que le cours inversé vaut-il mieux que le cours magistral? La pédagogie explicite vaut-elle mieux que l'apprentissage conditionné? Non. Et on sait dans notre labo que ces questions n'ont pas beaucoup de sens. Ce qui m'intéresse, c'est de voir pour chaque technique ou chaque méthode de quelle gouvernementalité l'une ou l'autre de ces méthodes procède. Quelles stratégies, quelles autorisations ou quelles interdictions, quels encouragements ou quelles inhibitions, quelle légitimation ou quelle condamnation ces techniques permettent. En bref, quel pouvoir elles charrient. Et pour aller à fond dans la lignée de Foucault, du coup, quel type d'assujettissement elles autorisent. L'enjeu est bien, pour la pédagogie universitaire, quels étudiants sommes-nous en train de construire? Alors, je vais mettre en exergue ce que j'appelle des indicateurs tactiques ou des nœuds de problématisation sur ces questions de la pédagogie universitaire. Donc, précisons d'emblée, ces indicateurs tactiques sont des entrées pour réfléchir, pour oser savoir, comme dirait Kant. Il n'est pas question ici, pour moi, de prendre parti ou de brandir tel ou tel drapeau. Il s'agit justement de sortir, de s'extraire, de se libérer de 2 types de réactions qui ont de tout temps jalonné mon travail, alors que ça fait presque 35 ans que je m'intéresse aux questions pédagogiques. Des réactions que j'entrevoyais instituteurs, que j'ai entrevoyées formateurs, etc. Et de manière encore plus étonnante, car beaucoup plus massive maintenant dans mon travail universitaire. Je veux parler de 2 types de réactions qui sont soit les simplifications abusives, soit les ricanements. Parfois les 2 se succèdent dans une même conversation.
Donc, il s'agit bien, si vous me le permettez cette fois, de développer une pensée critique, c'est-à-dire quelque chose qui permette, si possible, de mettre de la lumière, de mettre de la lumière sur les trois ombres habituelles et très partagées qui hantent nos quotidiens, comme le dirait Sloterdijk, les affects virulents, les habitudes non vérifiées et les illusions de la tribu. Alors, premier indicateur tactique qu'on pourrait trouver sur la pédagogie universitaire, du côté des sujets, la question de l'infantile. Alors, déjà, le mot même de pédagogie est-il pertinent pour ces dispositifs de gouvernementalité qui ne s'adressent plus à des enfants, mais à de jeunes adultes à l'université? Faut-il continuer à employer le terme de pédagogie et l'employer ne dit-il pas en creux le vecteur d'infantilisation qu'il charrie? Alors, les Québécois proposent le terme d'andragogie, qui ne me semble pas bon non plus, parce qu'andros, c'est masculin, c'est homme masculin. Hein, Gounet, femme, andros. Donc là, andragogie, ça serait une pédagogie pour les hommes. Bon, on voit bien le problème. Non, est-ce qu'il faudrait employer, comme j'ai proposé aux étudiants, le terme d'anthropogogie? Pas certain non plus. Mais bon, en tout cas, on voit bien que la question du terme même est un indice de la question de l'infantile. Deuxième indice de cette question de l'infantile, le fait d'appliquer les mêmes catégories, les mêmes recettes, les mêmes résultats, voire les mêmes théories de l'enseignement ou de l'apprentissage pour des ordres scolaires correspondant au niveau scolaire ou universitaire. Que veut dire pédagogie active pour de jeunes adultes? Sachant que cette dénomination a été historiquement façonnée en réaction aux méthodes formalistes appliquées aux enfants de 6-7 ans. Hein? Donc, on parlait de pédagogie active pour le primaire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, pédagogie active à l'université? Idem pour pédagogie inversée. Ne faut-il pas considérer les différences entre ces formes pédagogiques appliquées à des collégiens ou à des étudiants, le cours magistral, etc. Et puis, je ne parle pas de choses plus techniques dont on a l'habitude dans d'autres laboratoires, comme la transposition didactique ou la dévolution, dont on sait qu'elles recouvrent des réalités fort différentes pour le scolaire et l'universitaire. De même, les théories de l'apprentissage enfantin sont-elles valides pour des jeunes adultes? On sait que des auteurs se sont avancés pour faire des propositions différentes lorsqu'il s'agit de l'apprentissage adulte. Je pense à Knowles, à Leive, à Wenger, à Stoll ou à Paolo Freire, hein, qui est plus connu chez les pédagogues. On comprend qu'il y a, de mon point de vue, urgence à ne pas tout mélanger et à faire un travail conceptuel important, spécifique, adapté à l'ordre d'enseignement universitaire. Troisième indice sur l'infantile, les manières même de parler des étudiants. J'entends des choses comme ils sont petits, c'est les bébés de la science, ils ne savent pas encore bien exprimer les choses. Hein, cela renvoie au terme d'infance, celui qui ne parle pas. Hein, là, il faudrait voir quelles sont les formes pédagogiques qui sollicitent cette infance, cet enfant. Quelles sont les stratégies, les intérêts, les arrière-plans socio-cliniques qui induisent ce type de commentaires? Alors, je conseille pour l'occasion un vieil ouvrage clinique des années 70 qui traitait déjà de ces questions de l'infantile dans la formation moi, c'était René Guiton, un prof des sciences de l'éducation qui me l'avait fait découvrir, Fantasmes et formation de Caès et Anzieux, de René Caès et Didier Anzieux, hein, et qui montre l'ensemble des fantasmes inconscients infantiles que met en scène la formation. Mère totale, père utérin, ça dit canal, toute puissance, enfin toute une fantasmatique très réjouissante. Bon, mais là, je sens que je me fais vieux et que mes professeurs de sciences de l'éducation, Guiton, Darier ou Dumas, par exemple, prenaient très au sérieux, provoquent maintenant, on va dire, des simplifications abusives ou parfois des ricanements. Bon. L'enjeu de l'infantile est important. Pourquoi? Ben justement, la pensée critique, c'est de sortir de la minorité, nous disait Kant. C'est ne plus être l'enfant qui, pour parler, pour penser, pour agir, s'en réfère à un maître, mais qui ose savoir. C'est donc un enjeu stratégique majeur, si j'ose dire, de travailler cette question de l'infantile en pédagogie universitaire. Alors, plusieurs options s'offrent à nous. Hein. Les étudiants sont encore mineurs, il faut les accompagner jusqu'à leur majorité.
ou ce sont déjà des adultes qui ont besoin d'aiguiser leurs armes pour devenir citoyens à part entière. Donc, j'indique vraiment cet indicateur tactique, non pour légitimer ou accuser, hein, mais vraiment pour réfléchir, pour faire un travail critique. Deuxième indicateur tactique, la figure du professeur comme expert. On sait que le débat qui a initié le mouvement libéral, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 30, opposait deux conceptions de la démocratie et de la gouvernementalité. D'un côté, la conception de Walter Lippmann, qui préconisait une démocratie représentative et gouvernée par les experts, par l'excellence des experts, et de l'autre, celle de John Dewey, d'une démocratie participative promouvant l'implication continue des citoyens dans l'expérimentation collective. Donc, lumière de quelques-uns d'un côté versus intelligence collective. Je renvoie au livre de Barbara Stiegler, comme je le disais tout à l'heure, que je considère comme, pour l'instant, son seul écrit critique. Il faut s'adapter. On sait que c'est la première option qui a gagné et qui a fondé le néolibéralisme contemporain, c'est-à-dire la mise au marché par l'État de tous les secteurs de l'action publique et la mise en œuvre de tout un tas de dispositifs de gouvernementalité, management, ressources humaines, appel à projets, reddition de comptes, psychotechniques de gestion de soi, etc. On a parié sur la science de quelques-uns et la bêtise de la majorité, mais cette fois-ci la majorité quantitative. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais il serait intéressant de faire quelques liens. Un, Dewey, qui s'est opposé à Lippmann, c'est aussi le père de la pédagogie moderne. Il me semble opportun, dès lors, de regarder précisément ce que sa théorie politique et comment sa théorie politique est aussi en lien avec sa théorie de l'expérience et de l'enquête, inquiry, hein, et qu'est-ce que ça peut encore nous apprendre, hein. Il me semble que les travaux de Dewey sont très importants à remettre en selle. Deuxième point, deuxième lien, on trouve les mêmes arrière-plans néonaturalistes post-darwiniens qui fondent les théories politiques du néolibéralisme, les théories actuelles de l'apprentissage. Ça démarre à la même époque, avec l'appareil notamment, hein, confère Dominique Otavi, son travail là, hein, dans un total amalgame entre d'un côté des résultats qui concernent le développement des êtres vivants, darwinisme, de l'autre, le développement des sociétés, Lippmann et compagnie, et troisièmement, le développement de l'intelligence. Donc, Barbara Stiegler le montre clairement, hein, il y a une sorte de transfert des théories darwiniennes sur, un, les théories politiques, et sur deux, et ça c'est Dominique Otavi qui le dit, sur les théories de l'apprentissage. Donc, c'est très cohérent tout ça. Alors, troisième indice, troisième lien, l'accroissement exponentiel de la figure de l'expert, puisant de plus en plus dans les sciences humaines, c'est aussi accompagné de techniques de gestion du capital humain et des techniques de propagande. Aussi à la même époque, dans les années 30, confère la figure d'Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, et qui fonde la manufacture du consentement, qui fonde toutes les techniques de communication et de propagande. Je rappelle d'ailleurs, pour mémoire, que le ministère de l'Éducation du peuple et de la propagande du Reich était tenu par Goebbels, ministère de l'Éducation et de la propagande. Le triptyque éducation, expertise, propagande est classique. Et tout ça s'est fondé à la même époque. Les liens entre l'émergence du néolibéralisme, les techniques de propagande et de gestion du capital humain, la naissance de la psychologie cognitive pourraient aussi donner lieu à une généalogie très heuristique. Alors revenons à nos moutons. Cette figure de l'expert, dans quelle mesure l'enseignant du supérieur l'incarne-t-il? Dans quelle mesure tel ou tel dispositif pédagogique met en scène un professeur expert, c'est-à-dire celui qui sait plus que tout autre et dont la vie ne souffre d'aucune contradiction? Dans quel et quel dispositif cette figure de professeur expert n'habitue-t-il pas le peuple au consentement passif et à l'incapacité d'esprit critique vis-à-vis des futurs experts et au service des pouvoirs? Le professeur est-il tant un expert dans sa discipline qu'un accoucheur ou un artiste de la dévolution, comme nous y invitent les travaux de la TSD? Mais dans ce cas, quelle situation, quel milieu permettent cette dévolution?
Comment passer d'une domination par les maîtres, les experts, qui ne sont pas toujours à Miami, comment passer d'une domination par les maîtres à une dépendance par le milieu, comme disait Rousseau. Hein? Comme disait Rousseau, c'est la force des choses qui fera limite et donc nécessité. Comment passer d'une domination par les maîtres à une dépendance par les milieux? C'est la question de la dévolution. Cette question, elle est majeure d'après moi à l'université. Voici un éventail de questions qui, de mon point de vue, méritent que l'on s'y arrête. Toujours dans le but non pas de simplification abusive ou de ricanement, mais pour fonder une réflexion critique sur ces questions pédagogiques. Alors, je n'ai pas le temps, je vais m'arrêter là, mais je vous indique 2 ou 3 autres très rapidement indicateurs tactiques. La conception, troisième indicateur tactique, la conception néolibérale de l'enseignement. Donc ça a particulièrement été traité dans quelques travaux d'anthropologues de l'éducation qu'on connaît bien chez nous, qui sont, je pense, aux travaux de McDermott, mais aussi de Dudley Marling, de Shelley Goodman, hein, qui affirment qu'il est patent que notre système pédagogique universitaire est organisé selon le modèle néolibéral et concourt à entretenir une représentation néolibérale du monde à venir. La prégnance du modèle individualiste dans les systèmes de classement, d'évaluation, de hiérarchisation des étudiants, qui sont sollicités majoritairement sur leurs performances individuelles et parfois même dans une compétition les uns les autres, mais encore dans la conception même de ce qu'est apprendre, considéré comme une acquisition individuelle, ou pour le dire à la manière de Paolo Freire, dans une conception bancaire des phénomènes d'enseignement-apprentissage. On peut aussi parler du sentiment de plus en plus prégnant d'avoir affaire à des consommateurs et que l'enseignement est vécu et représenté comme une offre de service parmi d'autres. On consomme du cours, de la prestation professorale, comme on consomme chez Amazon des produits manufacturés. On peut parler des compétences. Bon, on pourrait faire des débats énormes là-dessus, qui propulsent sur le devant de la scène l'humain vu comme un capital, capital social, culturel, académique. Mais aussi, on peut bien sûr évidemment parler des visions en termes de carrière, carrière individuelle, la carrière de l'étudiant répondant à la carrière du chercheur. Pour mémoire, d'ailleurs, c'est dans les années 30-40, toujours dans les années 30-40, que cette notion de carrière a pris son envol et a été largement utilisée par le parti nazi notamment. Les premiers criminels de guerre, qui en Ukraine ou en Pologne ont commencé à exterminer les juifs et les résistants et à l'arme de poing, s'engageaient dans ces commandos de la mort car cela faisait bien dans leur dossier, car cela servait leur carrière. Ça a été nettement attesté par les travaux de Hannah Arendt, hein, ou en littérature par les travaux de Jonathan Little. Bon. On voit bien que la question de la carrière, elle est aussi là-dedans, elle est aussi à mettre dans le paquet là. Hein. Bon, vous voyez, conception bancaire de l'apprentissage, notion de compétence, compétition généralisée, carrière, système de classement et de plus en plus marchandisation des ressources éducatives ou des productions scientifiques. Pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que la question est immense. On peut observer les mêmes types d'organisation, d'usage, de pratiques compétitives et, in fine, de lâcheté, de tricherie et de forfaiture que l'on connaît dans le monde économique en régime néolibéral. Mais là encore, si on veut honorer le geste critique, ne nous contentons pas des simplifications, les questions méritent d'être posées et traitées correctement. La question de l'individualisation, que l'on pourrait mettre en dialectique avec la question de la subjectivation chez Foucault, hein, mérite autre chose que des mots d'ordre. Mérite comment comprendre que dans nos pratiques pédagogiques, malgré les interrogations qu'elles suscitent, on continue malgré tout de promouvoir, en tout cas de recourir à la figure de l'individu. Quelles fonctionnalités sont en jeu? En quoi des pratiques complètement collectivistes, s'adressant à des masses ou des totalités non individuées, seraient-elles aussi critiquables, hein? Bon, voilà, etc. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais qu'on ait le temps. Je cite simplement l'indicateur tactique qui serait l'arbitraire du jugement, ce que j'ai appelé le doigt de Dieu. L'indicateur tactique sur la douleur et le renoncement, l'échec et la culpabilité, versus l'exercice et la détermination. La question de la participation et de la dévolution, etc. Bon.
Alors, conclusion, et j'arrêterai là. J'en ai pour 1 minute. Arrivé depuis une dizaine d'années dans notre lieu sacré et vénéré de l'enseignement supérieur, la pédagogie provoque quelques remous. Comme je l'ai écrit dans mon HDR, on peut à la suite d'Alain Archive distinguer une pédagogie savante, doxique, prescriptive, d'une pédagogie expérientielle, hésitante et brouillonne, pour reprendre l'expression de Freinet. C'est dans ce sens que je distingue pédagogie universitaire et pédagogie à l'université. Penser que la pédagogie officielle, la prescriptive, la doxique, sert les pouvoirs en place me paraît relever du truisme. Je ne vois pas de raison sérieuse de nier cette évidence. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que toute pédagogie sert toujours des pouvoirs, car elle gouverne, ou elle a cette prétention. Bernard disait en réunion de faculté la semaine dernière qu'il ne voyait pas trop de différence entre le management et la pédagogie, ce qui a fait beaucoup rire. Et je crois, sans le trahir, qu'il s'agit à sa manière, ce que j'ai essayé de vous raconter un peu plus longuement. Et pour une fois, c'est moi qui suis plus long que lui. Ne nous trompons pas de combat. Ma conviction, c'est que la pédagogie à l'université doit rester critique, c'est-à-dire ne pas se contenter des mots d'ordre, qu'ils soient réactionnaires ou révolutionnaires, je le répète, mais procéder à ce travail d'enquête, de généalogie, de mise en discussion, de problématisation, qui est à mon avis la manière la plus aboutie pour qu'elle réalise le geste critique pour tous. Dit autrement, nous sommes enclins à développer l'esprit critique chez nos étudiants dans la mesure où nous portons nous-mêmes la critique de ce que nous sommes en train de faire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, j'ai applaudi virtuellement. Hein? On a envoyé des applaudissements.